C'est parti, 14h30, deuxième partie des États généraux des RIP 2023, 12e édition. Une démarche qu'on a un petit peu inaugurée l'an dernier avec vous, Madame la Vice-Présidente, d'avoir un focus régional sur l'après-midi, après les thèmes transversaux nationaux, réseau d'initiatives publiques de la matinée. Et le choix de cette session, c'est les questions de cybersécurité, avec une actualité récente dans cette région, mais enfin dans toutes les régions, hein, toutes les collectivités sont frappées ou sont amenées à l'être dans un temps relativement court. Les hôpitaux, les entreprises évidemment, on en parlera, de ces cybermenaces et donc de son pendant inversé, à savoir la cyberdéfense. Donc nous avons autour de cette table Julie Barenton-Guillas, vice-présidente du Conseil régional de Normandie, déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, le numérique et la santé, quand même. Dominique Marchive, qui est le directeur des services informatiques de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, qui relève le gant et remplace au débeauté son DGS, Marc Bourris, qui vous présente ses excuses, mais auquel ce thème de la cybersécurité tient à cœur. Bénédicte Pillet, qui nous fait le plaisir d'être ici, présidente du Cybercercle, qui nous fera une vision à 360 des menaces et puis des manières de se protéger. Éric Hazan, qui est le délégué régional à la sécurité numérique pour la Normandie, qui fait donc partie de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Et donc Amandine Delamo, elle, nous rejoindra en visioconférence. Elle représente le GIP ACIMA Cybersurveillance. Cédric Clément est responsable du pôle cyber et souveraineté numérique à la Banque des Territoires. Benjamin Serre, lui, est directeur régional d'Orange Cyberdéfense. Et Christophe Dos Santos est président de Saxon Sécurité. Cybersécurité. J'introduis également l'intervention tout à l'heure du lieutenant PC, qui évoquera les actions de la gendarmerie en matière de cybersécurité et d'accompagnement des victimes, mais aussi surtout de prévention. Et puis je pense que Johan Ono Dibio est dans la salle, Red Leader, auquel je donnerai brièvement la parole, s'il peut se signaler. On le récupérera tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, Madame la Vice-Présidente, ce sujet cybersécurité, donc la région l'a vécu, je le vis encore un petit peu. Voilà, dites-nous aujourd'hui comment la région Normandie s'organise, et d'ailleurs s'est organisée, autour de la lutte contre ces menaces. Oui, donc voilà, finalement il y a deux sujets pour moi aujourd'hui. Il y a le sujet région Normandie en tant que porteur, on va dire porteur ou ensemble de réflexions pour apporter des solutions en termes de cybersécurité. Puis il y a aussi la région Normandie qui a été victime d'une cyberattaque donc récemment, ça s'est passé en décembre. Donc juste, quand même, je vais commencer par le côté portage. Voilà, vous dire, et je vois Stéphane dans la salle, mais vous dire que bon, la région, elle avait déjà on va dire, travaillé un peu sa stratégie en matière de cyber, et notamment au travers des entreprises, et c'est assez logiquement qu'en 2021, elle s'est positionnée sur l'appel à projet national, donc l'appel à manifestation d'intérêt qui était proposé par l'ANSSI pour la mise en place d'un centre un centre de réponse à incidents. On a été, je crois, la première région en France métropolitaine à expérimenter, enfin en tout cas à s'engager dans cette expérience, et donc un CISER qui est porté en région par l'AD et qui a été mise en route en mai 2022. Donc là on est dans une phase, on a eu une phase d'expérimentation, on est dans une phase d'exploitation aujourd'hui qui va se poursuivre pendant 3 ans. Donc on est quand même encore dans la mise en route, on a un gros travail à faire, je pense, encore de communication, mais on a déjà, on ressent déjà, on a eu quelques appels, des appels qui portent effectivement sur le but de ce centre, c'est de proposer aux PME, ETI, collectivités à partir de 5000 habitants, en tout cas c'est de proposer en cas d'attaque une solution, de faire ce lien avec des partenaires en capacité d'aider à apporter une solution, et aussi le lien avec des partenaires de l'État pour porter plainte.
Et puis en fait on a aussi des appels qui sont juste pour des demandes d'information ou des recherches de solutions. Donc voilà, on a à peu près 3 types d'appels aujourd'hui. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que même si aujourd'hui les CSIRT ne sont pas encore, je pense, débordés là où ça existe par les appels, ça permet de réfléchir tous ensemble à la construction d'un écosystème local de réponse aux cyberattaques, et c'est le cas avec le CSIRT en région. Donc ça nous a permis notamment d'avancer sur la structuration d'une feuille de route cybersécurité qu'on a adoptée en plénière, je regardais le temps, en juin 2022, une feuille de route qui est donc assez large, qui va du travail de sensibilisation auprès des entreprises, des territoires, de la formation, de la mise en place en tout cas de formation d'innovation sur le sujet, de la recherche, enfin en tout cas des sujets assez vastes. Et ça nous a aussi, donc feuille de route CSIRT, on a aussi en parallèle commencé un travail avec Caen-la-Mer pour proposer une candidature territoriale donc de la région Normandie à Campus Cyber France, donc de proposer un campus territorial. Alors au départ porté donc par Caen-la-Mer et la région, donc vous allez trouver ça assez ironique puisqu'on s'est fait cyberattaquer l'un après l'autre, mais voilà, on était à l'origine de ça, alors avec des groupes de travail, des entreprises, des académiques, enfin voilà, environ 80 personnes qui travaillent sur le sujet de cette candidature de campus cyber territorial, et nous ont rejoint Le Havre, Rouen. Aujourd'hui, on est donc le maximum à avoir, enfin le maximum, on a donc collectivités académiques, entreprises à travailler sur cette candidature d'un campus territorial, et donc qui adressera les sujets que j'ai évoqués, donc de sensibilisation, mise en œuvre de formation, de pouvoir répondre, de mettre en place un écosystème en fait en Normandie de solutions. Et on aura aussi l'occasion de travailler on envisage de travailler sur un label peut-être un peu plus light que le label ANSSI, mais qui permettrait, nous en région, de pouvoir valider la compétence de certaines entreprises à apporter des solutions, et aussi d'entreprises à être protégées. Voilà, donc en gros, ce qu'on commence à travailler, on le travaille collectivement. Donc, tout le monde est bienvenu à poursuivre ces réflexions avec nous, évidemment. Et puis, alors voilà, quelques mots sur l'attaque que nous avons subie. Donc, vous dire que, en tout cas, on avait bénéficié d'accompagnement de l'ANSSI avant cette attaque, que pour en avoir échangé avec M. Hazard, je crois savoir qu'on était... bien sûr, on a été accompagné dans un programme de formation, qu'on n'était finalement pas si mal que ça. On avait quand même quelques faiblesses qui avaient été mises en évidence, mais enfin, en tout cas, on était plutôt préparés, et malgré tout, donc on a subi une attaque, on l'a constaté le 9 décembre au matin par des ralentissements, des difficultés d'accès. Très rapidement, on a tout stoppé. On a vite réalisé, puisqu'on était un peu préparé, que sans doute c'était une attaque. Donc on a coupé serveur, téléphone. L'attaque a été donc confirmée dans la journée. On a pu valider le fait que c'était réellement une attaque. On a donc commencé à communiquer sur les réseaux sociaux pour le grand public, le fait qu'on était cyberattaqué. Et puis on a utilisé un canal de crise pour communiquer avec l'ensemble de nos agents. Et à partir de là, on est repassé au mode papier. Donc on a constaté que tous, on avait tout, forcément potentiellement sur le moment tout perdu. Donc on a repris nos papiers, nos crayons, et on a fait travailler nos mémoires pour continuer à tenter de travailler, d'apporter des solutions aux problèmes qui se posaient. On a mis en place donc des experts qui nous ont accompagnés, l'appareil en lien avec l'ANSSI et les experts pour nous permettre on va dire, d'attaquer les choses dans l'ordre et pour pouvoir comprendre l'origine de l'attaque. Je crois qu'on a réussi à comprendre ça
une dizaine de jours après, je crois que c'était vers le 20 décembre, oui c'est ça, vers le 20 décembre on a compris en fait le mécanisme précis de l'attaque dont on avait été victime. Et puis donc voilà, vous dire que petit à petit on a tout remis en route. Alors d'abord on s'est attaqué à solutionner, je repense au maire ce matin qui parlait des dossiers qui ont été effectivement écartés, mais enfin on a d'abord cherché à répondre aux besoins prioritaires. On avait des sujets notamment de financement de la formation professionnelle, il y avait des sujets d'urgence parce qu'il fallait qu'on paye certains voilà, donc on s'est attaqué d'abord aux priorités et puis petit à petit on a remis en route l'ensemble. On n'est pas encore complètement sorti d'affaires, mais je crois que d'ici un mois à peu près, je regarde mes services, normalement d'ici un mois on devrait être pas trop mal. Mais voilà, vous dire que ça a demandé énormément de moyens, de moyens en termes financiers d'experts. Alors on était assurés, bien assurés, donc voilà, mais en termes de fonctionnement, ça a demandé un engagement de nos agents aussi énorme, des difficultés effectivement dans le travail au quotidien, donc la nécessité de recourir à des experts, et aussi surtout, enfin je voudrais insister là-dessus, le fait de se faire accompagner par aussi des experts et des experts comme l'ANSSI pour pouvoir comprendre l'attaque en fait, et puis servir aussi aux autres. Voilà, ça c'est un des messages que je veux passer parce que c'est important. C'est important effectivement quand on est victime de l'attaque de pouvoir déterminer comment elle a été faite, pour pouvoir, on va dire, donner les moyens à nos gendarmes de les trouver, de les arrêter. Voilà. Et puis donc forcément, on est convaincu plus que jamais de la nécessité d'accompagner, puisque je le disais ce matin, mais on sera tous, et les nombres de victimes, je crois que d'attaque c'est une toutes les 11 secondes, je crois, en France maintenant. Donc voilà, on sera tous victimes à un moment, et donc plus convaincus que jamais qu'il faut accompagner les entreprises, les collectivités dans la mise en œuvre de cette sécurité. Voilà. Merci beaucoup Madame la Vice-Présidente. Je rappelle AD Normandie, directeur et pas très loin, Stéphane Besson. C'est une agence de développement Normandie, et un CSIRT, c'est un Computer Security Incident Response Team. J'ai un accent horrible, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Moi aussi, mais la différence c'est que j'ai pas honte. Et le truc, c'est que c'est effectivement une task force régionale de réponse aux cyberattaques et aussi de prévention. Et donc il y en a un par région, mais en Normandie, ça a été le premier. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de ça, parce que petit à petit, voilà, cette task force s'organise, et notamment au service des collectivités, et on l'espère au service de Cœur Côte Fleury, Dominique Marchive. Toi, en tant que DSI, comment tu appréhendes cette question de la cybersécurité? Je ne sais plus qui me disait en préparant cette table ronde, la cybersécurité c'est un peu comme une passoire, il y a 200 trous, le hacker il a besoin d'un trou, mais moi je dois en manager 200. Voilà. Comment tu regardes cette histoire-là? Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'attaque sur Cœur Côte Fleury? Raconte-nous s'il te plaît. Merci de me donner la parole. Je remplace mon DG un peu au pied levé. En préparant cette intervention, on s'est rendu compte qu'on partageait les mêmes problématiques. Notre hantise, c'est l'indisponibilité des services, qu'elle soit liée à une panne de fibre ou une attaque cyber. Tu parlais des trous de sécurité qu'on essaie de manager. On fait notre mieux. L'idée, c'est de s'organiser, c'est d'être prêt. Mais en tout cas, de mon côté, l'idée, c'est de répondre rapidement et de remettre rapidement les systèmes en fonctionnement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un plan une sorte de... On connaît les plans de crise par rapport à des risques clairement identifiés. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as une procédure d'action à conduire en cas de détection d'une alerte, d'une intrusion, ce genre de choses? Toutes les entreprises doivent avoir ce genre de plan, plan qu'on met à jour très régulièrement en fonction de l'évolution des menaces, en fonction de l'évolution des architectures. Est-ce qu'il sera suffisant? Là est toute la question. Quand on voit des grosses organisations qui disposent de nombreux moyens, avec des systèmes d'information étendus, malheureusement qui sont attaqués,
on se dit que on est tout petit par rapport à ça et on essaie de faire profil bas, malheureusement. Si tu veux que je t'hésite de plus. Et en termes de prévention, on essaie de rester assez humble. Après, on déploie la même chose que dans toutes les organisations. On forme les agents, voilà. On prépare des canaux de communication de crise, on les teste, on les mesure, on les évalue. On prépare aussi des services communication à se prendre le flot de sollicitations, puisque nous, à la DSI, on aura besoin d'être concentré sur d'autres choses. Ouais. Et puis après, on espère que ça ne nous arrivera pas. Ça c'est la base. On peut prier, ça n'empêche pas de parler. Et que si ça nous arrive, on le verra assez rapidement pour pallier le plus vite possible à la menace. Dans notre cas, on gère pas mal de réseaux mutualisés avec plusieurs entités, hein, donc on a quelques services qui sont mutualisés. La question qu'on se pose, c'est si ça tape sur une de nos entités, est-ce que on suit les préceptes de l'ANSSI et ce qui conduit finalement à tout couper, ou est-ce qu'on prend le risque de fonctionner avec une entité vérolée au sein des systèmes, quoi. C'est vraiment des questions qu'on se pose au quotidien. Et la réponse, elle ne sera pas la même si ça intervient en juillet que si ça intervient en plein mois de décembre où on n'a pas de touristes, quoi. Donc, on a des services qui dépendent de nos systèmes, la vidéoprotection, le wifi public, tout ce qui touche au tourisme. Donc c'est des systèmes qui sont explosés. Il faut faire avec, ça fait partie du risque, on gère les risques, on essaye de les appréhender, et puis voilà, c'est les mêmes risques qu'on gérait sur des problèmes d'accès ou des problèmes de disponibilité. C'est ni plus ni moins que la même chose, avec un peu plus de résonance, un peu plus de médiatisation quand ça arrive. Oui, parce que les conséquences sont parfois plus lourdes. Toi, à titre personnel, comment tu te formes? On sait que les informaticiens ont cette culture de l'auto-formation, de se mettre à disposition un certain nombre de ressources, de se tenir à jour. Quelles sont aujourd'hui les ressources qui te permettent, toi, de te tenir à jour en termes de connaissances sur ces questions de cybersécurité? Bon, tout ce qui est toutes les lectures, aussi bien institutionnelles, les guides de l'ANSSI, qui ne font pas que caler nos armoires, mais qui nous permettent aussi de nous former. Non, c'est très bien fait, c'est hyper didactique, et puis ça va à l'essentiel, hein, les guides d'hygiène de l'ANSSI, les guides de communication, voilà, c'est des ressources, il faut s'en inspirer, il faut les adapter bien sûr au contexte de la collectivité ou au contexte de l'entreprise, mais c'est des ressources, elles sont extrêmement bien, quoi, voilà. Et puis, quand tu fais de la prévention auprès des agents de la collectivité, comment c'est reçu? Est-ce qu'ils prennent conscience? Est-ce que ça leur dit quelque chose? Ou est-ce qu'ils continuent à mettre le mot de passe de l'ordinateur sur l'écran avec un post-it? Ça, ils continueront toujours. Ah non. Malheureusement, ils continueront toujours. Moi, à titre personnel, je suis plutôt la composante agent, la composante humaine, il faut en tenir compte, mais c'est pas ma priorité. C'est le système. Pour moi, je pense que de toute façon, ça passera par les systèmes. Je demande à mon service d'être vigilant, d'avoir les yeux ouverts sur les systèmes, de mettre en place tout ce qu'il faut pour collecter les informations. Ça fait d'ailleurs partie des demandes de l'ANSSI, hein, de pouvoir mettre à l'abri les traces avant de tout couper. Donc, pour avoir ces traces, il faut s'être organisé en amont pour les collecter, pour les stocker, pour les mettre à l'abri. Il faut avoir des systèmes sur lesquels on saura se reposer. Où sera la confiance au moment de la cyberattaque? Elle est où la confiance? Sur quoi on repart? En combien de temps? Par quoi on commence? C'est à ça qu'on s'entraîne. Plus qu'à se dire ça va arriver par là, ça va arriver par là. Ouais. Ça peut arriver de partout, finalement. Super. Merci Dominique, ce témoignage très, très terrain. Bénédicte Pillet, effectivement, deux regards territoriaux. Une région qui s'organise et qui, en tant que collectivité, est attaquée. C'était préparé, mais malgré tout en souffre. Un DSI d'une collectivité locale qui lui-même construit des plans de réponse, essaye de sensibiliser les agents, mais voilà, fait état du fait que il se tient un jour, il est en vigilance. Mais plus largement aujourd'hui, quel est l'état des lieux des menaces? Est-ce que Cap-Haute-Fleury est susceptible d'être attaqué? C'est une petite collectivité qui fait du tourisme.
autre chose. Mais voilà, quel intérêt pour les hackers d'attaquer des collectivités? Est-ce que tout le monde est menacé? C'est quoi les nouvelles menaces? C'est quoi les anciennes? C'est quoi les grosses? Enfin, vision à 360 de la présidente du Cybercercle. Bonjour à tous. Déjà, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus numérisée. Les collectivités se sont engagées dans des processus de dématérialisation des services publics, dans des aussi projets de territoires intelligents, de transition aussi écologique, qui repose aussi paradoxalement sur du numérique, sur des smart cities. Les entreprises, quant à elles, se sont également engagées dans des process de transformation, alors on dit digital dans le monde de l'entreprise, mais voilà, numérique accéléré, parfois d'ailleurs encouragé pour les plus petites structures par des financements particuliers. Et puis, cette société, elle devient de plus en plus aussi numérisée, une cyber-société, aussi sous l'effet de l'apparition de nouveaux usages, de nouvelles technologies. Je pense par exemple aux objets connectés qui sont aujourd'hui présents à la fois dans notre sphère personnelle. Je ne demanderai pas qui a une montre connectée ici, mais également dans la sphère professionnelle, avec l'apparition des objets connectés, notamment par exemple dans les territoires, pour les territoires intelligents. Donc on se retrouve finalement face à un process global de numérisation des usages, la création aussi de nouveaux usages qui permettent aussi tout ce que peut apporter le numérique. Comme je dis toujours, le numérique c'est fantastique. Mais effectivement, cette évolution vers une société numérisée, de plus en plus numérique, entraîne de fait des vulnérabilités à une surface de fragilité face à des attaquants qui, voilà, c'est pas un scoop que je vais vous annoncer, à savoir que les menaces cyber et le nombre d'attaques augmentent. Tous les rapports sur l'état de la menace arrivent à ce constat. Maintenant, quelles sont effectivement les caractéristiques ? D'abord, effectivement, on observe un basculement de la criminalité du monde traditionnel vers l'espace numérique, tout simplement parce que le rapport est effectivement extrêmement intéressant en termes financiers, et puis en termes judiciaires, c'est beaucoup plus compliqué de suivre et d'attraper des cybercriminels. On trouve aussi des attaquants qui sont de plus en plus organisés, qui sont de plus en plus professionnels, avec aussi une porosité entre les différentes catégories de cyberattaquants, avec l'apparition aussi de véritables mafias sur ces domaines-là. Le développement d'attaques, certes, de plus en plus sophistiquées. On parle aussi, quand vous regardez un peu ce qui se passe notamment aussi aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, des attaques effectivement d'État à État ou de groupuscules mercenaires vis-à-vis des infrastructures critiques, notamment de l'Ukraine, mais également des attaques finalement plus simples que l'on voit aujourd'hui, qui font la une des journaux, à savoir notamment les rançongiciels, qui attaquent notamment par un outil numérique que nous utilisons tous, notamment c'est le mail. Donc c'est vrai que ces mails que nous utilisons aujourd'hui sont de fait une porte d'entrée aussi pour les cybercriminels. Autre constatation aujourd'hui, c'est que les PME, PMI sont de plus en plus ciblés. L'ANSSI indique dans son dernier rapport sur le panorama de la menace que ça représente à peu près 40% des ransomware qui ont été remontés à sa connaissance. Les collectivités, 23%, puis les établissements de santé à peu près à hauteur de 10%. Ça, c'est un phénomène que l'on observait depuis plusieurs années, qui s'est accéléré ces dernières années, avec en plus un focus des cybercriminels vers tout ce qui est la supply chain. C'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était beaucoup plus difficile d'attaquer des organisations beaucoup plus matures, beaucoup plus structurées, qu'il était donc intéressant de cibler malheureusement des plus petites entités et qui notamment aussi travaillaient avec les grands donneurs d'ordre. Et on a eu un certain nombre d'attaques visant aussi de grandes organisations, mais qui sont passées par la supply chain. Donc on voit effectivement une transformation du panorama de la menace,
avec des conséquences économiques, juridiques, des conséquences aussi sociétales que vous avez évoquées tout à l'heure, Madame la vice-présidente, à savoir l'arrêt effectivement des missions, l'impact aussi sur les collaborateurs, et puis au niveau juridique, un certain nombre de conséquences qui peuvent être importantes. Donc après, une fois qu'on a dressé ce panorama de la cybermenace, que peut-on faire ? J'espère que vous êtes tous convaincus ici qu'il est indispensable de s'engager dans une démarche vertueuse de sécurité numérique en interne. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la cybersécurité, la sécurité numérique, c'est pas que du technique. Ça a été l'objet de la création du cybercercle en 2011. C'était aussi de montrer que cette thématique-là ne reposait pas que sur de la technique. La technique, c'est une brique fondamentale, mais dans une démarche vertueuse de sécurité numérique, ça représente 20%. Le reste, c'est de l'organisation. Il y a 3 piliers. La technique, l'organisation, de la gouvernance, de la formation interne, du management, et puis aujourd'hui du juridique et la conformité qui monte de plus en plus parce qu'on a un cadre réglementaire qui devient de plus en plus contraignant. Donc 3 piliers, 2 facteurs de réussite majeurs. 1, au niveau de la gouvernance, le fait que le plus haut niveau hiérarchique des organisations soit convaincu que c'est un sujet, les élus dans une collectivité, la direction générale, le COMEX dans les entreprises. Et puis deuxième facteur de réussite, le fait que la cybersécurité sorte, je dirais, du cadre complètement excentré dans lequel elle était au sein des organisations et qu'elle devienne véritablement un sujet transverse au service des métiers, au service des usages. On ne fait pas de la cybersécurité pour de la cybersécurité, on fait de la cybersécurité au service de la sécurité de l'organisation, mais aussi de son développement, des métiers et des usages. Juste 4 questions peut-être, parce que parfois on a une vision très compliquée de ce que peut être une démarche de sécurité numérique. On peut, si vous êtes dans une organisation, posez-vous peut-être juste 4 questions au départ. 1, qu'est-ce qui a de la valeur pour votre organisation et quels sont les outils numériques qui y sont associés ? La deuxième, c'est avez-vous formé vos collaborateurs et les informez-vous, la dimension emporter ces collaborateurs dans cette démarche de sécurité numérique. Troisième question, avez-vous des sauvegardes et saurez-vous les restaurer au moment T ? Il est arrivé très souvent que les gens disaient mais oui, nous on a des sauvegardes et au moment T, impossibilité de retrouver les sauvegardes. Et quatrième élément, se préparer à gérer une crise. Comme l'a dit la vice-présidente tout à l'heure, aujourd'hui la question n'est plus de savoir si un jour on peut être touché, mais quand on sera touché. Donc une fois qu'on a dit ça, l'enjeu c'est de se préparer à faire en sorte que lorsqu'on sera touché par une cyberattaque, de diminuer l'impact sur sa propre activité, l'impact que ça peut avoir aussi au niveau des collaborateurs en interne, au niveau des citoyens, au niveau de ses partenaires, au niveau de ses clients, et donc d'anticiper en préparant un certain nombre de fiches réflexes, bien évidemment sur le côté technique, comme il a été dit, mais aussi en termes de communication, parce que très souvent une crise cyber s'accompagne d'un enjeu majeur en matière de communication, et de faire en sorte finalement que les organisations soient le plus résilientes possible par rapport à une cyberattaque. Alors derrière, on voit bien que l'enjeu aussi, c'est un enjeu de financement, d'où aussi l'intérêt des démarches qui sont faites sur un territoire comme la Normandie pour aider, pour accompagner les entreprises dans cette démarche vertueuse. Et puis l'enjeu aussi, il est en matière de ressources humaines. Nous sommes sur un secteur où nous manquons cruellement de ressources humaines formées et qualifiées, d'où aussi l'enjeu en matière de formation, en matière de recrutement et en matière de féminisation. Il est impératif aujourd'hui pour nous d'attirer les femmes, et notamment aussi les jeunes femmes, vers nos métiers. C'est vraiment, on est moins de 10% dans notre secteur, et c'est vraiment un enjeu fondamental. Alors j'espère que, par rapport à ces quelques éléments, vous avez vu la nécessité aujourd'hui de s'engager dans une démarche de sécurité numérique vertueuse, et je dirais et collaborative. Parce que l'un des enjeux aussi, c'est de travailler ensemble sur un territoire, de s'informer, de faire des retours d'expérience, d'échanger et d'avancer ensemble, public, privé, spécialistes et non spécialistes, au profit effectivement du développement de chacun, mais aussi d'un développement et de l'attractivité du territoire.
On dit souvent dans notre milieu, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est pas seulement qu'un dicton, qu'un adage, c'est véritablement quelque chose qui se voit, nous qu'on a constaté depuis 2014, nous sommes sur les territoires, nous animons des communautés sur les territoires. Vraiment, c'est un élément fondamental de la réussite d'une stratégie globale, le travail en commun. Merci beaucoup Bénédicte Pillet. Je m'étais laissé dire qu'au niveau entreprise, une entreprise sur deux frappée par une cyberattaque ne s'en remettait pas. C'est la statistique ? Notamment les petites entreprises. Les petites entreprises. Exactement. Exactement. Souvent, elles sont sauvées lorsqu'elles appartiennent à des groupes plus puissants, effectivement, qui ont, la dimension nécessaire. Mais effectivement, c'est un peu la. Alors, les chiffres varient, mais on est effectivement là-dessus. On dit que dans l'année qui suit, en général, elles ne survivent pas à une cyberattaque. C'est donc un carnage. Mais ça se soigne et ça s'anticipe. On peut l'éviter. Il ne faut pas faire que peur. Absolument, je suis bien d'accord. Eric Hazan, délégué régional à la sécurité numérique pour la Normandie. Je vais vous amener la zapette, vous prendrez la main sur votre présentation. Donc l'ANSSI, pour l'État, est au cœur de ces sujets de protection et de réponse aux cyberattaques. Si vous pouvez nous rappeler les missions de l'ANSSI, la manière dont vous accompagnez aujourd'hui les territoires et les entreprises. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors, je me faisais la remarque de savoir si j'avais été bon ou mauvais élève, puisque j'ai été le seul jusqu'à présent à utiliser une présentation. Donc je pense que j'ai été le mauvais élève finalement. Non, il n'y a ni bon ni mauvais élève. C'était un trait d'humour en tout cas. C'était une tentative en tout cas. Vous pouvez cibler la régie, c'est la flèche verte. Tout à fait. Encore faut-il ne pas être daltonien. Non, je ne suis pas. Donc, plus sérieusement, merci d'avoir convié l'ANSSI à cette table ronde. Je suis ravi de rencontrer un certain nombre d'acteurs, de nouvelles têtes et puis d'autres un peu moins nouvelles, parce que nous connaissons finalement l'écosystème est petit, il croît, mais il demeure à l'échelle humaine. L'ANSSI en quelques mots, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, alors ça va peut-être vous étonner, qui n'est pas forcément toujours connu, on peut passer dans certains cercles, alors, on est sans doute plus connu qu'on l'était il y a quelques années, on demeure encore inconnu pour certains, et je pense que c'est tout le dispositif de l'État, parce que nous sommes très nombreux, je regarde la gendarmerie notamment, mais pas que, qui demeurent sans doute à être mieux connus parce qu'on propose beaucoup de services gratuits, rappelons-le, à l'usage de nos concitoyens. Ce sera la cybermalveillance qui l'évoquera sans doute après. Des collectivités territoriales, bien sûr, j'y reviendrai ensuite, des entreprises, bref, de tout public. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Autorité nationale de cybersécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le chef d'orchestre, finalement, de la réponse de l'État en matière de cyberdéfense et de cybersécurité. Il y a beaucoup d'acteurs, donc il est quand même préférable d'avoir un acteur qui soit en capacité de coordonner l'ensemble de la réponse de l'État, notamment en cas de crise et d'incident. Madame la vice-présidente l'a rappelé, on intervient, certes discrètement, mais on intervient quand même auprès de nos victimes, collectivités territoriales. Je rappellerai que la région Normandie a été assez touchée, si ce n'est fortement touchée, fin 2022. Quatre missions principales: protéger, connaître, partager, accompagner, défendre finalement, parce que notre rôle, notre mission vient de protéger, défendre les systèmes d'information. La partie offensive, je le précise parce que parfois la question nous est posée, la France possède une capacité d'action offensive, elle est confiée au ministère des Armées, donc pas du tout à l'ANSSI. Notre attachement au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale fait que nous sommes, avec grande fierté, service du Premier ministre, en l'occurrence de la Première ministre aujourd'hui. Je soulignerai simplement une indication, le SGDSN, le S et le N, c'est Sécurité nationale. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ces préoccupations du numérique, qui pour certaines semblent être parfois très éloignées, en disant ce n'est que de l'informatique, enfin on l'entend peut-être un petit mot aujourd'hui, mais c'est toujours parfois dans l'esprit de certains, c'est un sujet de sécurité nationale. Donc le terme n'est pas trop fort, le terme n'est pas galvaudé. Pourquoi? Parce que, on le voit, Madame Pillet l'a souligné, une augmentation forte, voire très forte, des attaques ces dernières années. Une stabilisation en 2022, mais en trompe-l'œil finalement. En tout cas, c'est les chiffres de l'ANSSI qui nous l'indiquent, parce que quand je dis en trompe-l'œil, le conflit ukrainien vient sans doute un peu perturber la perception qu'on peut avoir des attaques, mais j'allais dire, si je puis vous rassurer, les attaques demeurent toujours à un haut niveau. Et puis, on peut sans doute envisager qu'on ne voit pas tout, malheureusement, et qu'on aura encore des conséquences fâcheuses à venir dans l'avenir. C'est pas de la prospective, c'est sans doute une certitude.
Ces questions de sécurité nationale, pourquoi? Parce que nous nous préparons depuis de nombreuses années finalement à l'ANSSI et une partie des services de l'État à devoir affronter une crise qui serait d'ampleur, qui serait nationale et qui viendrait perturber la vie et l'organisation de la nation. Ça, c'est pour faire un petit peu peur. La bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'on n'est pas resté simplement cantonné dans ces préoccupations un peu stratégiques. Nous avons développé un réseau de délégués en région, ça c'est la réponse territoriale de l'agence, qui est au complet aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle. Nous avons au moins un ou une, voire parfois deux délégués dans une région, y compris pour l'outre-mer. N'oublions pas que le territoire national, la France, c'est bien évidemment la métropole, mais c'est également nos outre-mer, qui pour certains sont au confluent de zones géopolitiques assez sensibles, donc avec des préoccupations du numérique et de sécurité numérique importantes. La chance, entre guillemets, d'avoir pu également bénéficier de la manne financière représentée par le plan France Relance, qui, je le rappelle, était un plan, parce qu'il s'est achevé fin 2022, doté de 100 milliards d'euros, dont une petite goutte d'eau, 176 millions d'euros, ont été fléchés vers la sécurité du numérique, ce qui nous a permis, sans doute, me semble-t-il, de gagner quelques années, notamment quelques chiffres à destination des collectivités territoriales, parce qu'une grande partie de l'argent a été fléchée vers les collectivités territoriales. 945 parcours de cybersécurité, dont 710, alors on a le chiffre, plus de 700 parcours de cybersécurité dédiés aux collectivités territoriales. Alors ça, c'est quoi un parcours de cybersécurité? C'est un accompagnement dans la durée, non pas par l'ANSSI, mais par des prestataires spécialisés. Un audit, donc une photographie finalement à un instant donné de l'état du système d'information, et puis un plan d'action. L'idée, c'était d'aller vite, de ne pas émettre de recommandations qui demeureraient sans réponse, mais de pouvoir mettre en œuvre notamment des solutions, des briques de réponse, bref, aller très vite en 2 ans. Une autre partie du volet, Madame la vice-présidente l'a évoqué tout à l'heure, c'était la création de centres de réponse aux incidents. Alors effectivement, la Normandie peut s'enorgueillir d'avoir été la première région à ouvrir un centre, j'allais dire en France, si ce n'est dans le monde, en tout cas en France c'est certain, avec aujourd'hui 4 centres de réponse régionaux. Le dernier a été inauguré hier en région Centre-Val de Loire, donc je le rappelle, je le souligne. La Normandie était la première à lancer ce CISERT. Ensuite, le Bourgogne-Franche-Comté, la région Grand Est, et donc depuis hier, Centre-Val de Loire, et puis d'autres régions qui vont, dans les prochaines semaines ou prochains mois, également ouvrir ce centre de réponse aux incidents, qui est pour nous une réponse qui était attendue. Peut-être un petit mot en quelques instants. Pourquoi? Parce que si l'ANSSI traite des attaques de taille importante qui pèsent sur l'administration, sur les opérateurs qu'on appelle régulés, autrement dit les opérateurs d'importance vitale ou opérateurs de services essentiels, les opérateurs critiques, ce sera plus simple pour le dire ainsi, plus une partie des collectivités. Cybermalveillance, le GIP, lui, traite plutôt des citoyens, ce qui est un vivier très important auquel il faut répondre, les petites collectivités, les TPE, et puis entre les deux, il n'y avait pas vraiment de dispositif. Donc c'est ce qui a conduit notre réflexion. L'argent du plan France Relance est venu là de manière très adéquate finalement et a permis de lancer rapidement ces structures. Et l'après, puisque nous y travaillons déjà, bien évidemment, depuis, aujourd'hui, mais si ce n'est depuis hier, nombreuses initiatives, alors certaines sont publiques, d'autres pas encore. Guettez l'actualité, suivez nos réseaux sociaux notamment pour vous tenir informés. Puisqu'on parle collectivité territoriale, on est assez fiers finalement d'avoir pu voir naître un club des RSSI, de collectivité territoriale, qu'on a appelé Club RSSI, qui aujourd'hui est devenu une association qui s'appelle le Club de la sécurité numérique des collectivités, qui regroupe plus de 150 RSSI de collectivités, notamment l'ensemble des métropoles, ce qui n'est pas rien. Mon service sécurisé, qui est un service dont on va entendre parler de plus en plus dans les prochains mois, parce que c'est un service là aussi gratuit, qui s'adresse en particulier aux collectivités pour s'assurer que, par exemple, un site web ou une API est bien développé, comporte des briques de cybersécurité, et éventuellement, si le service est homologable, parce qu'il y a des questions d'homologation, on parle de RGS, référentiel général de sécurité, que ce service puisse être homologué rapidement en étant accompagné. Donc on est plutôt fiers, de pouvoir aujourd'hui proposer ce type d'outils. D'autres arriveront, je n'en dévoile pas plus parce que je préfère laisser un peu le suspense, donc vraiment soyez attentifs. Et puis, sans détenir de boule de cristal,
Il y a un gros sujet aujourd'hui qui nous préoccupe et qui va nous préoccuper de plus en plus dans les prochains mois et qui va vous préoccuper davantage encore. C'est la déclinaison d'une directive européenne qui s'appelle NIS, la version 2, et NIS 1, qui a été déclinée depuis 2018. Cette directive, dans sa deuxième version, a été adoptée très largement par les 27 États membres. Elle va venir renforcer la résilience, un terme qui a été employé tout à l'heure, la résilience de l'Union européenne et de chacun des États membres, avec une ambition très forte, avec des milliers de nouvelles entités, je dis bien des milliers, qui vont devoir mettre en œuvre des mesures de cybersécurité. Donc c'est un gros programme. Et donc il va sans doute substantiellement changer la donne, parce que l'ANSSI est toute seule, on ne pourra pas faire grand-chose, et puis d'ailleurs on n'a jamais eu la prétention de pouvoir faire tout seul, ça c'est parfaitement impossible. Bref, un chantier assez colossal qui viendra, on le verra avec du recul peut-être dans quelques années encore, qui viendra bouleverser dans le bon sens du terme la protection de nos entreprises, parce que beaucoup d'entreprises, y compris des PME, vont embarquer, mais également des collectivités territoriales, parce que sans doute il y aura des obligations qui pèseront également sur les collectivités territoriales. Merci pour votre attention. Merci Eric Hazan pour ce point sur les perspectives et l'organisation de l'État face aux risques cyber, qui soutient effectivement l'organisation. Oui, je suis en train de parler, mon téléphone est en train de noter ce que je dis. Saleté. Et le soutien que vous apportez effectivement à des initiatives locales régionales comme le CICERT, dont vous êtes un membre éminent. Juste avant de contacter Amandine Delamo en visio, je vais demander au lieutenant PC de bien vouloir me rejoindre sur scène. Voilà, je vais vous donner un micro, mon lieutenant. Voilà, pour présenter en quelques mots les modalités d'intervention de la gendarmerie, la manière de vous mobiliser, ce que vous pouvez faire pour à la fois les entreprises et les collectivités, mais aussi les particuliers. Merci beaucoup de nous donner la parole au pied levé. Effectivement, la gendarmerie, face à la montée de la délinquance dans le domaine cyber, a voulu agir dans le domaine et à ce titre propose différents services. Le premier est le prédiagnostic élémentaire cyber, un peu à l'image de ce que l'ANSSI peut proposer. La gendarmerie propose donc un prédiagnostic, c'est un questionnaire de 100 à 150 questions, initialement destiné aux collectivités territoriales, mais depuis le début d'année élargi aux TPE, PME et n'importe quelle structure publique ou privée utilisant le cyber. À partir de ce questionnaire, on peut déterminer quels sont les domaines sur lesquels des failles de sécurité peuvent subsister dans votre réseau informatique. Et on vous donne des liens vous permettant de régler par vous-même ou avec l'aide de prestataires que vous trouverez ces failles. L'idée est vraiment que votre réseau informatique soit le plus sécurisé possible. Donc cet outil est à destination de toutes les collectivités territoriales de France. Initialement, ce dispositif a été testé dans le Calvados depuis l'été dernier, mais il a été élargi au niveau national en début d'année. Donc tous ceux des départements autres que le Calvados peuvent également y prétendre. Pour le Calvados, à proprement parler, on est des départements pilotes pour les TPE et PME. Donc toute entreprise, peu importe la taille, peuvent nous solliciter pour faire un prédiagnostic de leur réseau informatique. Le deuxième volet est le volet sensibilisation au risque cyber. Parce que 90% des attaques sont facilitées par une mauvaise utilisation d'une personne qui utilise le réseau, justement. Et l'idée est vraiment de former le plus possible les utilisateurs pour réduire le risque. Donc le Calvados, pour le peu, je suis désolé pour ceux des autres départements, le groupement de gendarmerie du Calvados propose des sensibilisations, là aussi gratuites, à destination de tous les utilisateurs de votre réseau. On se transporte sur place si vous avez une salle adéquate, ou alors si vous êtes de petites structures sans locaux adaptés, il y a possibilité de centraliser une formation au sein de la caserne Le Flem à Caen ou ailleurs. S'il y a des bons plans quelque part, ça peut être dans les compagnies ou dans les universités, les écoles, les lycées, peu importe. L'idée est vraiment de former le plus grand nombre de personnes.
Donc si jamais vous êtes intéressé par une de ces deux offres, qui une nouvelle fois sont gratuites, je vous invite à nous contacter avec le mail suivant, cybergenre14@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Si vous souhaitez d'autres informations, je me tiens à votre disposition à l'extérieur au niveau de l'espace d'exposition, tout à fait. Exactement. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre attention. Merci mon lieutenant, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Cédric Clément, qui est responsable du pôle cyber et souveraineté numérique à la Banque des Territoires, autour d'un rappel sur la stratégie nationale de souveraineté, parce qu'en fait, derrière ces questions de sécurité numérique, il y a une question de souveraineté et de protection de nos propres données, de ce qui est stratégique, de ce qui est essentiel. Donc si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment autour de cette directive NIS 2 qui a été juste évoquée par Eric Hazan. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Cédric Clément, je suis responsable du pôle d'investissement cyber de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires qui est une maison qui est quand même extrêmement sensibilisée à la cause depuis longtemps, même si pour vivre heureux, vivons cachés, on le dit assez peu, mais on est extrêmement actif et on soutient activement la filière de manière générale. On est notamment adhérent d'Acima, on est adhérent de Cybercercle, on est évidemment adhérent du campus cyber et on intervient de manière assez proactive sur ce secteur. Je vais m'autoriser une pointe d'optimisme un peu et apporter un éclairage de financeur. Donc moi j'ai un lourd passé d'opérationnel dans la cyber avant de faire de l'investissement. Je suis donc un ancien informaticien, ça va mieux. On est aujourd'hui organisé dans un pôle, dans une direction qui intervient beaucoup sur ces sujets et avec un prisme de tout ce qui a été évoqué jusqu'ici, donc le réglementaire, vous évoquiez la NIS V2, mais pas uniquement. De manière générale, on constate que l'Europe légifère énormément sur un certain nombre de sujets au travers ou de directives ou de règlements, avec une adhésion large de l'ensemble des États membres. Et ça a un impact opérationnel assez fort sur nos activités, qui sont celles du financement. On a envoyé beaucoup de messages assez nuancés sur l'état des lieux. Pour apporter un petit éclairage, vraiment sur le quotidien de ce que l'on voit sur l'écosystème aujourd'hui. Donc la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, elle investit dans ce domaine-là depuis 2003 et aujourd'hui on se renforce sur ces sujets pour une raison simple, c'est qu'on le dit assez peu, mais on est la 6e puissance mondiale, entre autres économique, et on a, cocorico, un petit savoir-faire avéré sur les sujets de cyber. Et donc tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, on a aussi parlé de la crise ukrainienne, qui malgré tout, on ne s'en réjouit pas, mais était une input sur nos sujets, a un impact sur le financement des entreprises et notamment sur la qualité des fonds qui peuvent irriguer le savoir-faire français. On est en petit comité mais en public, alors je ne peux pas trop digresser, mais enfin pour faire simple, il n'est pas honteux de reconnaître que la notion de souveraineté numérique pendant des années a été un peu notre greenwashing à nous, c'est nettement moins le cas aujourd'hui. Ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, c'est que la directive NIS 2 dont vous parlez et les règlements afférents sont des opportunités qui permettent d'établir, de fait, des règles à peu près équitables sur un marché tel que l'Europe. Par ailleurs, c'est assez regardé. L'ANSSI fait son travail de manière extrêmement exemplaire sur les sujets de qualification et autres CSPN, et qui sont pour nous, finalement, des éléments qui nous permettent d'apprécier la qualité d'un dossier en termes d'investissement. Ce que l'on fait aujourd'hui, nous, c'est qu'on s'efforce, autant que faire se peut, de soutenir l'écosystème français. Alors aujourd'hui, on intervient dans des toutes petites sociétés qui débutent, ce qu'on appelle de l'amorçage, et on s'est accompagné bien au-delà. On a aujourd'hui un portefeuille de 6 ou 7 sociétés exclusivement dans la cybersécurité. On a vocation à adresser bien au-delà le marché français parce que on constate que la nature des fonds et la bienveillance d'un actionnaire finalement est de nature à un peu, d'une part, rassurer les fondateurs. On est en crise, y compris sur ce marché-là, c'est pas facile. Mais par ailleurs, on a le bon goût d'être extrêmement sensible de par notre nature. On est la Caisse des dépôts, on est avec une direction qui s'appelle la Banque des Territoires. On est naturellement sensible à la notion d'intérêt général. Et puis, voilà, pour la première fois depuis un certain nombre d'années, on a sur le sol européen un conflit qui change un tout petit peu la donne
et qui fait que il ne s'agit pas d'avoir de vision manichéenne du monde, mais qui nous amène à nous poser des questions pour être extrêmement interventionniste sur ce marché. Aujourd'hui, on constate, nous, en termes de financement, qu'on avait un métier qui n'était pas facile à faire il y a 5 ans, qui est nettement plus simple aujourd'hui, puisque au travers d'autres partenaires, alors je ne vais pas citer des gens qui peuvent être parfois des partenaires, parfois des concurrents sur des transactions, mais de manière générale, on a un écosystème, y compris de financement, qui sur ces sujets est extrêmement bien organisé et extrêmement solide et fiable. Alors aujourd'hui, on a des locaux de l'État, par ailleurs, on a Yes We Act, par exemple, dans lequel on est intervenu de manière assez importante, société qu'on continuera par ailleurs à soutenir, on peut le dire publiquement. Et on est aujourd'hui amené à intervenir sur... Ah oui, effectivement, j'avais prévu des slides, mais on fait ça, c'est pas grave. On est amené à intervenir sur des dossiers de plus en plus importants, avec des financements qui vont naturellement au-delà des 10 millions d'euros, ce que l'on faisait assez peu. Culturellement, la maison, la Banque des Territoires est une direction d'une grande maison, d'un grand groupe qui s'appelle la Caisse des Dépôts, dans lequel il y a entre autres plaisirs la Poste, la CNP, la BPI. Donc on a de toute façon une culture importante de ce secteur d'activité. Mais par ailleurs, on est organisé aujourd'hui pour faire en sorte de soutenir autant qu'il le faudra les sociétés dès lors qu'elles ont des velléités à rester à minima sur le sol européen. Et on voit bien l'implication effectivement de la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts dans l'ensemble de ces sujets. On voit le guide destiné aux collectivités. Et ces investissements, donc ça ce sont les sociétés que vous évoquiez, Cédric. Alors elles sont pas ce sont celles dans lesquelles vous avez investi? Alors c'est celles qu'on a pu rendre publiques, il y en a d'autres. Hein, voilà, c'est un ensemble. Il y a des choses sur lesquelles il y a des choses en devenir sur lesquelles la communication est à venir. Nous aussi, on a des réseaux sociaux, on vous engage à les suivre. Et par ailleurs, il y a des choses sur lesquelles on est plus discret en termes d'intervention, avec qui on discute avec un certain nombre d'instances, y compris l'ANSSI, avec qui nous avons naturellement des dialogues réguliers. Le Hack Data Hub, c'est bien le Data Hub sur les données agricoles? Absolument, c'est des sujets de souveraineté. Même si on communique massivement sur les sujets cyber, on fait beaucoup de cloud souverain. On a notamment investi de manière assez, ça s'est vu, de manière assez conséquente sur un projet commun entre Dassault Systèmes, La Poste et Bouygues Télécom et nous-mêmes autour d'un nouveau cloud souverain qui s'appelle NumeSpot. Super, merci beaucoup. On a vu que vous étiez dans tous les clubs qui comptent. Le cybercercle, le GIP cybermalveillance. On va avancer avec Benjamin Serre, donc directeur régional d'Orange Cyberdéfense. Orange Cyberdéfense qui est donc la filiale dédiée à la cyberdéfense, comme son nom l'indique, d'Orange. Donc aujourd'hui, de votre point de vue, à qui vous adressez-vous? Quel type de service rendez-vous? Et comment analysez-vous l'évolution des menaces aujourd'hui pour les entreprises, les collectivités, mais aussi les particuliers? Merci Sébastien de nous avoir invités ici. Première session, je vois que c'est pas la première, par contre j'espère que je serai invité aux suivantes. Je vais t'emprunter ta petite étiquette. Et moi aussi j'ai fait des slides et j'ai fait le bon élève, tu vois, du coup tu n'es pas tout seul. Voilà, donc Orange Cyberdéfense, effectivement, filiale du groupe Orange, dédié à la cybersécurité. Ça fait déjà quelques années qu'on a créé cette filiale, on n'était pas parti de zéro. Et aujourd'hui, on fait pas loin de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On a pour objectif de tripler ça d'ici 3 à 4 ans. Donc bien sûr, ça passe par de la croissance externe, dans les pays où Orange est présent, et d'autres d'ailleurs. Mais ici en France, ça passe par une croissance organique et le développement de nos services sur l'ensemble des segments de marché. Donc on a bien démarré sur les structures les plus sensibles, là où toutes les boîtes de la cyber se sont développées historiquement. Mais ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur le marché entreprise. C'est le premier qu'on a essayé de comprendre sa cybercriminalité, comment essayer de défendre. L'année dernière, on s'est lancé sur les pros, les PME. Donc là, on a des solutions pour... ça commence aux indépendants, les structures monopersonnelles, et puis les structures jusqu'à 20 personnes. Après, on est dans le monde entreprise. Et puis, on a annoncé, là, tout récemment, au mois de février, vouloir s'intéresser à ce qu'on pourrait faire pour le monde du particulier, parce que lui aussi,
il est un peu au cœur de la cybercriminalité. Sur le marché entreprise, qui du coup le marché qui concerne les territoires, les collectivités et aussi les TPE, les PME, les ETI, on surveille pas loin de 2 millions de machines. Ça commence à faire quelques machines sous surveillance, on commence à voir quelques petites choses et on travaille. On a les qualifications du coup, de l'Agence nationale sécurité système d'information qui sont effectivement pas évidentes à avoir et du coup qui mériteraient d'être plus accessibles. Mais on a aussi pour le coup le label Expert Cyber. On fait partie également d'Acima. Aux côtés de tous, Orange, on a à cœur quand même un rôle sociétal en France et la cyber c'est quand même un sujet sur lequel on peut agir de ce point de vue. Moi j'essaie d'apporter un peu de positif, alors en parlant de menaces, mais c'est pas toujours facile. Quand on a commencé à adresser le marché entreprise, en fait on a assez vite fait une classification de la menace pour essayer de simplifier un peu les choses. Donc si je prends des analogies, mais quelque part, il n'y a pas que des maladies auto-immunes. Donc là les maladies auto-immunes, elles vont concerner des structures sensibles, etc., sur lesquelles il faut déployer une cybersécurité un peu plus complexe. Sur le marché entreprise, ce qui est le plus aujourd'hui rencontré en termes de menaces, c'est des choses qu'un médecin généraliste pourrait finalement bien traiter parce que se passe la même chose partout, tout le temps. Et en fait, les menaces ne sont pas si, on va dire, différentes les unes des autres, c'est juste qu'elles sont répliquées plein de fois. Si on va dans le monde du particulier, on a tous été appelés pour le CPF, et ça fait plus d'1 an qu'on est appelé sur le CPF. Et en fait, la technique, c'est tout le temps la même. Et ici, je suis pas sûr que je vais trouver quelqu'un qui n'a pas été appelé sur le CPF. Et en fait, c'est ça le sujet, en fait. C'est énormément de réplication. Donc, l'attaque la plus connue aujourd'hui, c'est le ransomware. Bon, il y a plein de groupes, et ils font tous la même chose. Ils font tous la même chose parce que ils s'industrialisent aussi, eux, parce qu'ils veulent taper un maximum d'entreprises, un maximum de collectivités. Et d'ailleurs, ils arrivent dans les entreprises et les collectivités de façon totalement par hasard, par opportunisme, par mail, parce que l'entreprise a laissé ou l'organisation publique a laissé une machine qui est devenue vulnérable. Voilà, c'est vraiment des attaques d'opportunisme. Elles sont complexes mais répétitives. Et celle qui est un peu moins connue, moins médiatisée, c'est les compromissions sur les environnements Office 365. Alors avec le Covid, on est passé à fond là-dedans. Et il y a plein d'attaques. Alors c'est moins violent que la partie ransomware, ça n'arrête pas l'organisation. Par contre, c'est continu. C'est pas les mêmes groupes d'attaquants, etc. Et si on prend un peu de recul, si on traite ces deux-là, en fait, on fait un peu le 80-20. La cyber, en gros, c'est le risque le plus probable. Et après, il y a des structures qui, elles, vont être visées par des attaques bien plus ciblées où un attaquant cherche vraiment à rentrer dans l'organisation. Par contre, pour ceux qui redoutent ça, il faut aller plus loin. Par contre, il est fort à parier qu'en fait, il y a plus de chances aujourd'hui de vivre une attaque ransomware ou une compromission sur son environnement 365 qu'un feu dans l'entreprise. Pourtant, on a des extincteurs, on a tout plein de choses, etc. On est habitué à vivre avec ça, alors que ce risque-là est beaucoup plus fort. Donc, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est essayer de comprendre pourquoi ça marchait. Et une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait, ok, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, il y a des choses à faire. Et pour nous, la clé, on le verra, ça va passer par de la surveillance. C'était un lapsus tout à l'heure, cybersurveillance, cybermalveillance, mais voilà. Et donc, on fait en fait ce constat. C'est simple, à chaque fois qu'on intervient en réponse à un incident, c'est tout le temps la même histoire qui se répète tout le temps. Donc sur les attaques ransomware, oui, il y a des programmes antivirus qui ont été déployés. Souvent, ils ne sont pas complètement à jour. Souvent, ils ont vu, ça fait des alertes, mais il n'y a personne qui les regarde. Et en fait, plus la structure est petite, plus c'est difficile. Et, la DSI, elle fait plein de choses et elle ne peut pas être au quotidien derrière ses consoles. Non, tout simplement. Donc, quand c'est déployé. Et puis, tous ces programmes, s'ils ne sont pas sûrs, ils ne vont pas bloquer. Parce qu'ils ne veulent pas vous bloquer non plus votre activité normale. Sinon, franchement, on va faire simple. Vous n'allez plus les acheter. Donc du coup, il y a forcément, pour tout ce qui a un niveau de probabilité plus faible, des alertes qui sont générées pour les meilleures solutions, mais personne derrière. C'est vraiment une réalité très très forte. Voilà. Et puis lorsqu'il faut trop de performance pour pouvoir faire l'analyse de quelque chose, l'ordinateur est trop lent. Et puis on n'aime pas ralentir les ordinateurs avec une solution de sécurité. Donc là aussi, c'est une petite déviance. Et les attaquants,
mais ils savent tester ces solutions tout le temps. Voilà. Un FUT, c'est-à-dire un programme qui passe tous les antivirus du marché, ça vaut $30. Donc du coup, on en a plein, en fait, en réalité, sur nos ordinateurs. C'est juste que les attaquants, ils en ont tellement qu'ils sont obligés de se structurer, embaucher des sous-traitants qui vont venir faire les attaques. Hein, c'est vraiment ce qui se passe. Et donc, en fait, ils mettent du temps, quand même, finalement, à exploiter une compromission qui a déjà pu être réalisée. Et pour nous, la clé, c'est, ok, on peut faire des exercices de gestion de crise, on peut faire des diagnostics, on peut faire tout ça, mais à la fin, de toute façon, il faudra déployer une surveillance. Et ceux qui sont déjà attaqués, je pense qu'ils le savent, jamais ils retrouveront confiance dans leur système d'information. Ils savent que ça peut revenir. Donc on peut faire de la sensible, etc. Mais je crois que ça a été dit tout à l'heure. Le post-it, il y aura toujours un mot de passe un peu simple, parce que c'est humain, en fait. Hein. Donc en fait, la clé pour nous, c'est la surveillance. Donc on a avancé là-dessus. Et l'idée, c'est faire une protection efficace, c'est 3 choses. On parlait de travail en collaboration. C'est ça, il y a de l'outillage. Ce sera jamais parfait et l'outil absolu n'existera jamais plus, je pense. Parce que les attaquants, ils ont l'avantage d'observer la défense. Donc ils trouveront toujours des biais. Par contre, si on met des humains devant, peut-être qu'on va passer d'une gestion de crise à une gestion de problème. On va avoir des alertes, on va les regarder. Le feu a pris dans la cuisine, on n'a pas attendu qu'il prenne dans toute la maison pour pouvoir réagir, parce que c'est aujourd'hui ça qui se passe en gestion de crise. Et donc on va le traiter plus tôt. Il y aura encore des victimes, des incidents qui sont moins graves. Et on va pouvoir apprendre plus vite, un peu comme le CPF. Bon, là on le voit, on a un peu de mal à agir. Mais plus vite on observe la déviance, plus vite on peut adapter. Et puis, comment on fait pour le faire bien? En fait, il faut travailler avec tout le monde. Il faut travailler avec l'ANSSI, il faut travailler avec Cybermalveillance, il faut travailler avec tous ceux qui sont en capacité d'observer la menace et intégrer, finalement, dès qu'il y a une déviance, une posture de réponse. L'anti-CPF. Il faut vraiment changer ça. Donc, c'est ce qu'on a fait sur nos offres de surveillance qui, aujourd'hui, sont très accessibles. Donc, de la TPE jusqu'aux grandes entreprises. Bon, la plupart des grandes entreprises, elles font ça maintenant. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a un petit peu plus d'attaques sur le reste du marché. Donc on surveille. Et puis lorsqu'on voit quelque chose de déviant, il y a peut-être une première structure qui va avoir des alertes. On apprend, on améliore le dispositif. Et on partage sur le renseignement qu'on a obtenu en observant les attaques. Donc je vais reprendre une analogie, mais c'est un peu comme Coyote. Alors j'aime bien parce que du coup il y a la gendarmerie. Je l'ai déjà fait avec votre état-major, c'était sympathique. Mais en fait, quand il y a un danger qui bouge tout le temps, en fait, c'est la communauté qui peut faire en sorte qu'on s'adapte rapidement. Et sur la cybercriminalité, c'est ça. Donc il faut se surveiller. Et c'est ce qu'on a du coup lancé. Et on n'est pas les seuls à le faire. Je pense que Christophe, il est là, il va parler du e-bot. Je ne vais pas faire la transition, mais il le fait très bien. En plus, c'est une boîte régionale et super techno. Voilà. Et on a plein de concurrents qui font ça très bien. Voilà, il n'y a pas que Orange qui fait ça. Par contre, mon message, c'était de dire, c'est possible, ça coûte pas cher. Sincèrement, c'est pas très cher, c'est 20, 30 euros par an et par machine. Il y a 100 employés, ça fait, je vous laisse faire le calcul, mais c'est moins cher qu'un système d'intrusion physique ou une fermeture 5 points sur les fenêtres et ses portes. C'est juste que c'est dans le monde digital, il faut réagir en fait. Voilà. Donc il y a quand même une approche qui est possible sur la cyberprotection qui est l'offre pour les TPE, c'est 10 euros par mois. Voilà, pour l'entreprise. Pas, ou 30 euros pour s'il a 5 ou 6 machines. Mais on surveille, on agit. Voilà. On va vers ça. Et je pense que là, on est en train de construire un peu un socle qu'on va retrouver pendant des années. En fait, la cybercriminalité, c'est hyper récent. C'est le début de la cybercriminalité, c'est 2009. Hein, on se le dit, crypto-monnaie peut-être aussi. Ça peut-être un lien, mais c'est 2009, 2008, 2009. Avant, c'était de l'activisme. La cybercriminalité, comme on la connaît aujourd'hui, c'est très récent. D'ailleurs, les assurances se sont fait piéger à ça, hein, parce que il y a beaucoup moins de statistiques que sur d'autres sujets. Par contre, on va s'adapter, comme tout un tas d'autres risques. Et puis dans 5-10 ans, on trouvera ça normal, en fait, pour le coup. Donc, voilà, on vit une époque de transition sur ça. Super. Merci Benjamin pour cet éclairage. C'est assez passionnant. La transition était offerte par Benjamin. Christophe Dos Santos, donc président de CSN Cybersécurité. Bonjour. Distingué parmi plusieurs entreprises de la tech lors du Salon des maires, distingué par l'Élysée, donc si j'ai bien compris. Tout à fait. Et on a basculé sur Amandine. Je sais pas ce qui... On va écouter Christophe et puis on fera avec Amandine sur la fin. Donc j'ai besoin des slides, s'il vous plaît.
Hop. Donc, présentez-nous voilà, votre activité au sein du CICERT, notamment, et donc vos interventions au sein du pôle Normandie Cyber, et puis rapidement nous donner, sans dévoiler de secret de fabrication, mais le principe de votre solution. Tout à fait. Hop. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Christophe de Santos de la société Sisson Cybersécurité. Notre société est basée au Grand Quevilly en Seine-Maritime. Pardonnez-moi. Et la société a été créée en 2006 et nous sommes éditeurs logiciels. Nous sommes labellisés experts cyber par cybermalveillance.gouv.fr et nous sommes également prestataires officiels de Normandie Cyber pour lequel nous intervenons pour réaliser des interventions suite à des incidents de cybersécurité et nous intervenons aussi à sa demande pour réaliser des audits. Donc deux types d'audits. Des audits préventifs, où on intervient ponctuellement dans une entreprise ou une collectivité, l'objectif étant de faire une cartographie à l'instant T du niveau de sécurité informatique et du système d'information du client. L'avantage, c'est que c'est une opération qui ne prend pas beaucoup de temps et qui permet donc à notre client d'avoir une vision à l'instant T de son niveau de vulnérabilité. Le problème de cette façon de faire, c'est que l'audit qu'on réalise se limite dans le temps, puisque l'organisation qu'on audite, elle mute, elle bouge, des personnes arrivent, des personnes partent, de nouveaux investissements s'opèrent, et bien entendu, ce qu'on a identifié à l'instant T, à court et moyen terme, devrait être renouvelé. D'où l'idée qu'on a eue il y a à peu près 3-4 ans, de faire autrement et de se dire est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire ces audits mais de façon continue. Parce que les menaces, elles ne démarrent pas à 8h le matin pour s'arrêter à 17h. Les menaces, elles existent en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7, et elles concernent le monde entier. Donc on a décidé de compiler tout notre savoir-faire que nous avions acquis depuis 17 ans en matière de sécurité informatique. Et on a développé cette sonde qui s'appelle WeBot, qui est une sonde de cybersécurité, que je vais vous détailler après, avant de souligner 2 points qui, pour moi, me semblent importants, parce qu'on entend plein de choses sur les cyberattaques à la télé, à la radio. Enfin, on entend de tout. Pour moi, il y a 2 points qui sont importants. Le premier point, c'est qu'une cyberattaque, ça ne prend pas quelques minutes ou quelques heures. C'est pas parce que la secrétaire elle a cliqué sur le mail, ou le collaborateur, qu'automatiquement, ça y est, la mairie est en feu, qu'elle est paralysée. Quand elle appuie malencontreusement sur un faux mail, le hacker il va mettre des semaines, voire des mois, pour pouvoir préparer son attaque. Donc c'est un temps qui est long, et c'est un temps qui va nous permettre, nous, de mieux le détecter pour le neutraliser dans les délais avant qu'il frappe de son logiciel de ransomware, pour reprendre la majorité des attaques qu'évoquait tout à l'heure Benjamin. Et le deuxième facteur qui nous semble important chez Sisson Cybersécurité, c'est qu'un hacker laisse toujours des traces. Toujours. D'ailleurs, quand l'ANSSI fait ses autopsies, elle remonte et on retrouve finalement les traces que notre sonde, elle, va détecter en temps réel. Alors, cette sonde, sur quel périmètre d'intervention donc elle agit? Tout d'abord, ce qui est très important, parce que pourquoi il y a des cyberattaques? Parce que normalement, il ne devrait pas y en avoir. Tout le monde investit dans des firewalls, dans des systèmes d'antivirus. Enfin, moi, je vois des investissements énormes passer, dont on ne bénéficie pas toujours forcément, puisqu'on n'est pas forcément dans les solutions de protection. Mais pourquoi il y a des cyberattaques? Tout simplement parce que les firewalls ne sont pas forcément correctement programmés, parce qu'ils sont de plus en plus complexes à configurer, et qu'il y a toujours la possibilité d'une erreur humaine. D'où l'importance, si vous voulez, de vérifier que les dispositifs de sécurité qui sont en place fonctionnent correctement. Donc la sonde, première étape, c'est qu'elle va détecter, puisqu'elle est en aval de ces dispositifs, elle va détecter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si les systèmes de sécurité fonctionnent correctement. Et par exemple, si on sort un PC sur le réseau du stock pour installer auprès d'un collaborateur qui intègre l'entreprise, et que l'antivirus n'a pas été activé parce que ce jour-là, le DSI est en RTT, automatiquement la sonde elle va détecter un problème. Et elle va dire attention, il n'y a pas d'antivirus actif. Elle va faire exactement la même chose sur les serveurs
serveurs stratégiques de l'entreprise ou de la collectivité qui héberge les données sensibles. Et dès qu'un hacker va vouloir désactiver ces antivirus pour pouvoir installer son fameux ransomware, ça va automatiquement déclencher une alerte. Donc le premier point, c'est l'état d'efficacité des systèmes de protection. La sonde Bibot, elle va naturellement détecter les intrusions. Alors les intrusions, pourquoi il y a des intrusions? Tout simplement parce qu'il y a des ports qui sont ouverts sur le réseau, mais personne ne l'avait détecté. Comme il y a parfois une fenêtre qui reste ouverte dans une entreprise, et là, on ne le sait pas, sauf quand il y a un détecteur qui alerte la société de télésurveillance parce qu'elle travaille sur un secteur sensible. Et dans ce cas, tout le monde va savoir qu'il y a une fenêtre qui reste ouverte, mais sur le réseau, personne ne sait vraiment. Alors, attention, je parle pour la majorité des cas. Je ne parle pas pour les activités informatiques des grands groupes qui se sont dotés de systèmes, bien entendu, de détection dans ce sens. Troisième axe qui est important, c'est que la sonde, elle va analyser les comportements du hacker s'il est amené à pénétrer sur le réseau. Parce que le hacker, comme un cambrioleur le fait lorsqu'il rentre dans une mairie ou dans une entreprise, il a besoin de faire un état des lieux, il a besoin de découvrir les pièces, savoir où est caché le coffre, où sont cachés les chéquiers. Là, il va faire exactement ce même travail. C'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'il a besoin d'identifier sa cible. Sa cible, c'est quoi? C'est tout d'abord le serveur ou les serveurs qui hébergent les données sensibles. Alors dans un hôpital, ça va être les données des patients qu'il va pouvoir extraire pour après en faire du business sur le darknet. Mais ça peut être des données dans une commune, ça peut être des fichiers de toutes sortes. Et tout ça se monnaie sur le darknet. Donc, type de comportement, il va faire de l'exfiltration de données. Et le problème, c'est que quand il fait cette exfiltration de données, qu'il n'y a pas de système de détection, finalement, il est totalement invisible sur le réseau. Et ça pose le problème qu'on connaît tous et qu'on entend toutes les semaines à la télé. Et enfin, le dernier point, c'est la détection des vulnérabilités. Parce qu'il faut savoir aussi une chose qui pour nous est importante. Alors là, on est dans l'opérationnel, vous avez bien compris, on n'est pas sur des discours de sensibilisation. On n'est pas là pour dire ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. On vous donne aujourd'hui des indicateurs qui sont factuels, sur lesquels aujourd'hui les hackers établissent leur cyberattaque. Il y a les fameuses failles de vulnérabilité, ce sont ce qu'on appelle les CVE. Les CVE, c'est quoi? Ce sont des menaces, des failles de sécurité que déclarent aujourd'hui les éditeurs de logiciels ou les éditeurs de machines. Ça peut être un photocopieur, un poste téléphonique, un routeur. Et chaque machine, aujourd'hui, peut présenter des failles CVE qui sont classées de 1 à 10. Plus le niveau monte vers le 10, et plus la machine est exposée à un risque sérieux en matière de cybersécurité. C'est pour ça qu'il y a 3 semaines ou un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement, on a entendu parler d'une vague de cyberattaques qui s'est produite en Europe, France, Italie, Belgique, où en fait, il y avait une CVE qui existait depuis février 2021, une CVE chez l'éditeur VMware, et les hackers ont frappé en un week-end. Je me trompe, Benjamin? Ils ont frappé en un week-end, ce qui n'avait pas été corrigé depuis février 2021. Alors pourquoi ça n'a pas été corrigé? Ça, c'est une autre histoire. Ce qui est certain, c'est que cette sonde n'a pas besoin de surveiller ce qui doit être corrigé, elle va le faire elle-même. Et elle va déclencher des alertes auprès des DSI ou des RSSI dès qu'elle sent la présence d'une faille qui peut compromettre la sécurité informatique du réseau et du système d'information. Christophe, il faut conclure. Oui, pardonnez-moi. Je termine juste. C'est une tour de contrôle à 360 degrés qui surveille finalement la sécurité des réseaux et qui est bien pratique et bien efficace. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe Desson. Et après, oui, j'aimerais bien avoir des réactions de Julie Barenton-Guillas et de Bénédicte Pillet sur ce qu'elles ont entendu, à la fois de très très pratique, à la fois des propositions de valeur de certaines entreprises, d'institutions, du lieutenant PC. Voilà, aujourd'hui, si on prend la plaque effectivement normande, vous êtes en train d'agréger ces compétences-là. Est-ce que la gendarmerie, elle est dans ces CIRT ou
Alors je crois savoir qu'il y a justement, parce que ça a été dit, hein, le Calvados est assez en avance sur le sujet, et je crois qu'il y a une convention qui est en cours de... En tout cas, vous travaillez ensemble, vous êtes en train de mettre en place les façons, la manière de travailler ensemble. Ouais. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment, ça a été dit plusieurs fois, un besoin de partager, de mutualiser, parce que tout le monde n'a pas toutes les compétences. Alors déjà, parce qu'effectivement, il y a des propositions qui sont faites, on les a entendues tout à l'heure, des propositions qui sont gratuites, et ça, on est toujours preneur de ces solutions. Et puis, il y a aussi cette notion de porter plainte derrière, parce qu'on a besoin de savoir, d'avoir cet observatoire aussi, de connaître un peu quel type. Maintenant, ça passe d'un côté à l'autre. Les types d'attaques qu'on vit, donc oui, on travaille donc, et ça a été dit aussi, puisque vous êtes prestataire, j'ai bien cru comprendre ça. Donc en fait, l'idée pour nous, c'est de travailler avec l'État et de travailler aussi avec un écosystème de prestataires normands qui vont être en mesure d'apporter des solutions aux entreprises qui sont victimes. Voilà. Parce que ce qui fait débat et ce qui agace parfois, c'est Bénédicte, qu'est-ce qu'il en est de la judiciarisation de ces cyber-hackers, de ces malfaiteurs? La gendarmerie répondra peut-être mieux que moi ou apportera un complément. C'est vrai que c'est un enjeu. Voilà. C'est vrai que c'est un enjeu, je le disais tout à l'heure, hein, pourquoi on a vu aussi un basculement de la criminalité du monde réel vers l'espace numérique, hein, dans le cyber. C'est parce qu'il y a de l'impunité au bout? Alors pas de l'impunité, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que l'espace numérique, c'est un espace où on peut se cacher beaucoup plus facilement, où on peut mener des attaques en étant à l'autre bout du globe. En disant ça, vous voyez bien l'enjeu que représente le côté judiciaire en termes d'enquête. En termes d'enquête au niveau international, en termes d'attribution, hein, ça c'est une caractéristique des cyberattaques, c'est la difficulté d'attribuer à 100% l'attaque à un attaquant précis. Voilà, ça nécessite quand même effectivement des investigations importantes, d'où l'importance aussi, on parlait des preuves numériques, et des traces que laisse un cybercriminel lorsque il est dans une organisation. C'est vrai que c'est fondamental. C'est vrai que c'est compliqué, mais surtout, il ne faut pas hésiter à porter plainte. C'est vrai que la dimension judiciaire est compliquée, qu'elle nécessite des moyens, un côté international, que souvent c'est pointé du doigt, oui mais ça sert à rien de porter plainte. Non. D'abord aujourd'hui, il faut porter plainte si vous voulez aussi que votre assurance fonctionne. Puisque la LOPMI a introduit la nécessité pour que l'assurance marche, notamment en cas de paiement de rançon, que vous déposiez plainte dans les 72 heures. Donc ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, les forces de sécurité, la gendarmerie, la police nationale, ont besoin d'informations. Et donc parfois, effectivement, ces informations, elles sont données par X milliers de personnes qui vont porter plainte pour un acte précis. Ça va remonter et ça va permettre aussi de démanteler des réseaux. Donc ça, c'est effectivement un élément important. Et c'est vrai qu'on met, on pointe du doigt, oui, il y a peu d'arrestations, etc. Mais ce n'est pas vrai, et même si, effectivement, c'est une dimension compliquée. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et la question que tu posais sur le côté acteurs, ça c'est un enjeu. L'enjeu, c'est la visibilité des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur les questions de cybersécurité, vous avez de nombreux acteurs qui interviennent. Vous avez des acteurs étatiques, vous avez multiples, la gendarmerie, la police nationale, vous avez aussi la DGSI qui vient faire de la sensibilisation pour les entreprises, vous avez un certain nombre de services, vous avez des acteurs présents sur les territoires, et l'enjeu aussi, c'est d'identifier qui, au niveau des prestataires avec lesquels on va travailler la dimension de confiance, donc d'identifier les acteurs de confiance, de proximité avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Et puis il y a une autre dimension, c'est la souveraineté. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que l'enjeu de souveraineté est un enjeu majeur, qu'aujourd'hui, effectivement, des solutions françaises existent. Et si on veut aussi porter et favoriser le développement d'une filière de cybersécurité, de confiance souveraine, eh bien effectivement il faut favoriser ces solutions et travailler ensemble et les identifier. Donc il y a un enjeu aussi de visibilité, de savoir qui fait quoi et encore une fois de travailler ensemble. Benjamin souhaitait compléter?
Oui. Si, marche. Ouais, je pense que celui-là fonctionne. Ça fait une transition en fait sur les projets du campus cyber. Je crois qu'on a Amandine. On a Amandine. On saisit l'opportunité là, non? Oui. On va peut-être essayer de la saisir tout de suite. Allez. On entend Amandine. Est-ce qu'on peut la voir à l'écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ça, c'est génial. Est-ce que vous m'entendez? Ah ouais, c'est un bonheur. Merci Amandine. Super, moi aussi. Alors, cybermalveillance. L'émission de cybermalveillance et son nombre de 3, je vous laisse nous les décrire et puis nous dire voilà, comment vous saisir et comment s'adresser à vous. Alors oui. Dis donc. Cybermalveillant. Il reste 3 publics, que sont les particuliers, les entreprises plutôt TPE, PME et les petites collectivités. Et on a donc 3 missions, comme vous le disiez. La première, c'est l'assistance en cas d'attaque. Donc toutes ces victimes peuvent venir sur notre plateforme pour trouver des conseils personnalisés par rapport à ce qui va leur arriver et être mis en relation, si elles le souhaitent, avec un prestataire informatique de leur région qui va pouvoir les dépanner, remédier à l'incident. Si l'entreprise ou la collectivité souhaite se sécuriser, elle va pouvoir trouver aussi des prestataires qui sont labellisés experts cyber et qui vont pouvoir comme ça accompagner l'entreprise ou la collectivité dans sa sécurisation. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est la sensibilisation et la prévention. On est la cybersécurité en France. On intervient donc régulièrement. Et puis troisième mission, enfin, c'est l'observation par rapport à tout ce que l'on peut voir passer sur nos radars, soit remonté par nos prestataires informatiques sur le terrain, ou soit via les parcours victimes. Amandine, on a un petit problème de réseau. Est-ce que vous pouvez couper la caméra pour libérer du débit, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que c'est mieux? Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc, troisième, observation de la menace. Tout à fait. On observe la menace, on a justement notre rapport d'activité donc, qui va sortir cette semaine. Que je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir dès qu'il va sortir. Donc tout est encore sous embargo, hein, je peux pas trop vous en parler, mais ce que je peux vous dire, c'est que les grandes tendances, tout public confondu, sont toujours plus ou moins les mêmes. Hein. On va retrouver l'hameçonnage, le piratage de comptes et les rançongiciels. Donc voilà, tout sera détaillé jeudi. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, on a assisté plus de 280 000 victimes. Donc c'est plus 62% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est très très important et qu'on a eu plus de 3,8 millions de visiteurs sur notre plateforme l'année dernière. Et donc en un an, on a presque fait ce qu'on a fait en 5 ans. Donc c'est énorme. On a vraiment eu une explosion du nombre de visiteurs. Et en général, quand ils viennent sur notre plateforme, ce n'est pas pour le plaisir, malheureusement. Donc voilà, il y a vraiment une très forte augmentation des cyberattaques. Elles sont toujours de plus en plus sophistiquées. Puis bien entendu, elles profitent de l'actualité pour créer des nouvelles vagues d'attaques. Donc voilà, et elles font de nouvelles victimes, malheureusement, à chaque jour. Il y a beaucoup d'opportunisme dans les méthodes des hackers. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces particuliers, ces entreprises, ces collectivités ? Alors, comme ça a été déjà dit auparavant, je pense qu'il y a 2 aspects importants. Il y a le volet technique, bien entendu. On a une coupure. C'est labellisé expert cyber. On a vraiment créé ce label pour apporter cette lisibilité. Et puis la partie volet humain, la sensibilisation des collaborateurs, c'est vraiment très très important. Il faut faire parler du sujet sur la durée. Donc une grande partie des attaques pourrait être évitée si les gens avaient été sensibilisés. Donc il faut continuer sans cesse à sensibiliser les personnes, que ce soit au sein des entreprises ou des collectivités. Donc vous avez été un petit peu coupé par le faisceau sur le volet technique. Donc je reprends, il y a une sécurisation en amont avec les prestataires de confiance labellisés experts cyber. Ce label, c'est le même label que l'ANSSI ou c'est votre label ?
Vous avez votre propre label, Amandine, c'est ça? Alors, j'ai pas bien entendu votre question. Oui, Oui, on a, tout à fait. L'ANSSI a ces certifications qui sont de très haut niveau et qui se permettent d'accompagner des OIV, des OSE. Nous avons créé un label pour apporter de la lisibilité sur l'offre de services, puisqu'il y a pléthore de prestataires informatiques aujourd'hui, avec des niveaux de compétences très hétérogènes. Et donc l'idée, c'est d'identifier les prestataires qui sont en capacité d'adresser, donc de remédier des incidents pour des TPE, PME. Et donc ce label est là pour justifier de l'expertise de ces prestataires qui adressent ces cibles-là. D'accord, ok, c'est plus clair pour moi. Donc sur votre site web, on peut voir des bonnes pratiques pour les PME, les collectivités, les particuliers. Comment on aborde le sujet de la formation pour permettre à tout le monde de monter en compétence là-dessus? Alors tout à fait, on a énormément de contenu sur notre site donc pour accompagner dans la sensibilisation et donc par rapport à la formation, on a lancé la semaine dernière un référentiel de compétences cyber pour les prestataires pour contribuer à la montée en compétence de l'ensemble des prestataires informatiques de nos territoires qui, comme je vous le disais, ont des niveaux hétérogènes. Donc il est important que ces prestataires montent en niveau de compétences. Et donc pour accompagner la création de formations dédiées, eh bien, nous avons créé ce référentiel pour apporter un premier niveau de réponse à la pénurie de compétences dans le domaine. Donc c'est voilà, ce qu'on a créé, c'est vraiment, ça s'adresse pour les prestataires informatiques. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Amandine. Mille pardons pour ces conditions techniques un peu périlleuses et compliquées. Merci de votre patience. Benjamin, vous aviez souhaité rebondir sur les propos de Christophe Dos Santos. J'espère que vous avez gardé le fil de votre réflexion. Oui, je sais ce que je voulais dire. Je vais faire le lien avec ce qui a été dit avant, mais ce que je voulais dire, c'est que ici, on est quand même dans une région assez exemplaire, au sens où, malgré qu'il y ait des cyberattaques, etc., ça peut toujours être... voilà, mais par contre, il y a quand même une impulsion politique forte sur le CISORT régional, on l'a vu, mais il y a aussi le campus cyber, qui est le campus territorial, qui est un projet que souhaite globalement la région. Et un des sujets, justement, dans ce campus, c'est la coopération, c'est la capacité. Justement, voilà, ça refait le lien, on cherchait à identifier les prestataires, etc. Et le lien, c'est, oui, les identifier et aussi faire en sorte que les prestataires qui protègent et qui surveillent échangent entre eux les informations qu'ils observent pour que un attaquant qui est détecté par une première structure puisse être bloqué aussi par les autres. Et en fait, c'est en coopérant qu'on peut y arriver, en fait, à vraiment lutter sur finalement la menace qui change tout le temps. Alors, c'est des choses qu'on fait déjà, à des niveaux d'ailleurs plus stratégiques, mais il faudrait le faire à tout niveau. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous passez par des obligations, mais en tout cas, l'idée c'était au moins de labelliser sur des structures qui le font, les inciter à le faire. Derrière un label, souvent il y a un marché aussi pour ces structures-là, donc c'est un bénéfice, mais il y a aussi des devoirs pour pouvoir globalement faire avancer la chose et partager avec la gendarmerie qui, elle, voit aussi beaucoup de choses arriver que quand c'est des victimes, et au plus on va surveiller, au plus on aura des indicateurs plus tôt, et ils pourront travailler encore plus vite sur les réseaux. Oui, donc la gendarmerie, la police, je vais essayer d'oublier personne, voilà. Je vais rebondir aussi, l'intérêt de ce campus territorial, c'est aussi qu'en s'inscrivant dans le campus national, c'est d'avoir cette mise en réseau de l'ensemble des campus territoriaux et de là, pour le coup, travailler à l'échelle nationale aussi. Oui, c'est ça, ça a du sens, puisqu'en fait la menace, c'est pas une menace normande. On peut faire de la statistique sur chaque région, mais on peut aller juste, on passe la frontière, on va en Belgique, on a la même. Donc du coup, c'est ça, et même à échelle, je pense, européenne. Je vais ajouter un mot, effectivement, puisqu'on a l'échelle régionale, l'échelle nationale, et au niveau européen, ce que vous avez souligné, Benjamin, on a un réseau qui s'appelle le réseau Cyclone, voilà, quel joli nom, qui met en réseau justement les directeurs généraux des ANSSI ou équivalents, et qui permet justement de se préparer. Là, je reviens toujours à cette notion de gestion de crise, parce qu'on est intimement convaincu qu'on va y faire face de manière beaucoup plus fréquente et
façon beaucoup plus forte encore dans les années, peut-être les mois qui viennent. Et mon propos n'est pas d'être pessimiste, au contraire, je me faisais la remarque tout à l'heure, parce que c'est pas la première fois que je participe à la table ronde, comme d'autres ici, c'est que mesurons le chemin qui a été parcouru en 10 ans environ. Il est colossal. Il est colossal. Ne nous endormons pas sur nos lauriers. Là, attention, ce serait l'erreur à ne pas commettre. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez souligné les uns les autres, les attaquants, ils vont très vite en face. Ils ont des ressources colossales, financièrement parlant. On parle de centaines de milliards. C'est pas des millions, c'est des milliards. Il y a une rupture technologique en cours. Bon, on parle de la 5G, on pourrait parler presque de la 6G, bien sûr, l'intelligence artificielle, la vraie intelligence artificielle, si je puis me permettre, l'informatique post-quantique, enfin bref, des choses comme ça qui sont parfaitement exotiques pour le commun des mortels, mais qui vont provoquer des bouleversements, et potentiellement, si elles sont mal utilisées ou dévoyées, et là on pourrait utiliser le terme de pirate, pour le coup, peuvent causer des dégâts assez colossaux. Donc on s'y prépare depuis un moment. La mise en commun, moi je préfère le nom collectif parce qu'on joue en équipe, hein. On parle d'équipe de France, l'échelle elle est pas mal, mais le niveau aujourd'hui c'est au niveau européen tout simplement. Il faut qu'on aille vite. Là pour le coup, on n'a pas des décennies devant nous, on a quelques années simplement pour agir collectivement. Merci Eric. Donc on entend bien, s'organiser collectivement, regarder la menace en face, pas se laisser impressionner, judiciariser et porter plainte, parce qu'il n'y aura pas de judiciarisation s'il n'y a pas de plainte. Donc ça commence par ça, même si... voilà, mais je sens que effectivement le déni disparaît, la honte disparaît aussi, parce qu'il y a aussi une époque beaucoup de gens qui peinaient à venir porter plainte ou à informer, y compris leur communauté, qu'ils avaient subi une attaque parce qu'ils avaient parfois été le maillon faible et ils s'en voulaient, ils l'assumaient pas. Donc là, je pense que la menace est suffisamment vaste et mondiale pour justifier de dire qu'on s'organise. On n'a plus de honte à avoir particulière, ça peut arriver à tout le monde, y compris aux plus malins d'entre nous.